Donc c'est parti, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce webinaire un peu mensuel. On organise régulièrement des webinaires avec la société Trustpilot et on a la chance ce mois-ci d'accueillir une agence qui s'appelle Blog e-commerce, spécialisée dans le web marketing pour les sites marchands en France, qui existe déjà depuis de nombreuses années. Donc la thématique d'aujourd'hui, ça va être finalement de voir comment le référencement naturel et payant à travers le SEO et le SIA peuvent converger et profiter finalement des bienfaits des avis clients. Donc on va voir ça de manière plutôt détaillée. Pour commencer doucement et sûrement, on va faire une brève présentation. Donc moi, je me présente, je suis Smail Makik, consultant web marketing chez Trustpilot. Je vais avoir le rôle d'animateur un petit peu pendant ce webinaire. Donc, ce que je vous demande à toutes et à tous, n'hésitez pas à poser vos questions en live. Je vais essayer de prendre un maximum de questions pendant les slides pour interrompre de manière très polie Guillaume et Brahim s'il y a des questions intéressantes et des précisions à apporter. Donc, je vais laisser la parole à Guillaume pour se présenter et ensuite Brahim. Alors bonjour à tous, Guillaume de Blog e-commerce. Moi, ça fait bientôt 7 ans que je suis chez Blog e-commerce à travailler sur des problématiques SEO, SIA et particulièrement pour tout ce qui est les e-commerçants, pour essayer de leur trouver les meilleures solutions SEO et SIA en essayant de se développer et de trouver des bonnes pratiques, un petit peu comme on va voir avec Trustpilot aujourd'hui sur les avis. Super Guillaume. Avant ça, tu avais fait un petit peu aussi d'expérience dans d'autres sociétés, hein. Je pense que tu avais fait aussi du Oui, e-commerce avant Blog e-commerce, non? C'est ça? alors j'ai travaillé dans un gros annuaire qu'on ne citera pas, et puis sur une plateforme d'affiliation qui s'appelle Net Affiliation. Courant que aujourd'hui. Ok, Donc, super. dans le milieu du web depuis un petit moment, mais principalement aujourd'hui sur Blog e-commerce. Moi, je m'occupe de tout ce qui est produit et de tout ce qui est commercial. Donc, le but, c'est aussi pour nous de trouver les meilleures solutions, de chercher un petit peu les solutions de demain. Et ça bouge beaucoup en ce moment chez Google, donc pas mal de choses à dire. Super, on va pouvoir voir ça plus en détail durant le webinaire. Et toi, Brahim, on t'écoute? Ouais, bonjour à tous. Alors moi, effectivement, je suis donc à Copenhague donc pour le webinaire et donc ça va faire à peu près 7 ans donc que je suis avec Trustpilot. Donc je m'occupe donc du développement, on va dire, de la stratégie donc d'avis client pour différentes structures en France et à l'international. Et auparavant, déjà, je travaillais aussi dans le digital, pour une entreprise qui s'appelle Meltwater News. Ils faisaient de la veille de médias électroniques, donc j'ai vraiment analysé un peu tout ce qui se passe sur le web au niveau des réputations. Donc en fait, avec Trustpilot, j'ai continué un peu dans ma lancée d'analyse, on va dire réputation, et puis après tout ce qui est aspect justement avis client. Donc en ce qui concerne maintenant Trustpilot, on est basé dans différents pays. Donc le headquarter, donc le siège social, est au Danemark. On a un bureau donc aussi à New York, à Berlin, à Londres, en Australie. Donc là actuellement on est un leader au niveau européen et puis ça représente à peu près 210 000 sites en France et à l'international et on a un peu plus de 6 employés pardon. Pour la petite histoire, en fait, à la base, comment Trustpilot donc s'est lancé, c'est tout simplement Peter, le CEO de l'entreprise, qui avait un petit challenge et donc ses parents commençaient à acheter en ligne. Et donc, la problématique, c'était la suivante. Tout simplement, il lui posait beaucoup de questions sur, voilà, quel est le site sur lequel je peux acheter tel article et ainsi de suite. Donc, il voyait qu'il y avait une problématique. Donc, il s'est dit, tiens, je vais lancer une plateforme qui va permettre d'agréger d'avoir les différents sites e-commerce au même endroit. Donc, on nous considère un peu maintenant aussi comme le TripAdvisor du e-commerce. Donc, ça veut dire tout simplement que les gens viennent consulter et voir effectivement si ce sont des sites de confiance. Et puis ce modèle, on va dire, de communauté, on a développé un business model qui a permis justement à différentes entreprises, donc en France et à l'international, d'optimiser un peu leur stratégie avec les avis clients, tout simplement, quoi. D'ailleurs, Brahim, petite précision, t'es arrivé, je dirais un petit peu au niveau des débuts, hein, parce que vous étiez pas 600 quand t'es arrivé, hein. Ah non, non, on était à peine pas une quinzaine, on était encore, on n'avait pas encore nos bureaux, donc on partageait les bureaux avec différentes structures, etc. Effectivement, on a eu une croissance assez importante en quelques années, quoi. Puis après, on a eu pas mal aussi d'investissements, donc de différents VCs et de structures, un peu partout en Europe et aux États-Unis. Donc effectivement, maintenant, ça nous a permis d'avoir une bonne assise sur le marché, puis surtout aussi de recruter pas mal de devs, etc. pour développer notre solution, quoi. Et au niveau des avis clients, je vois les références clients, là, One and One, Accor Hotel, etc. En fait, vous n'êtes pas que e-commerce, il y a aussi, enfin, Non, effectivement, ça c'est une bonne remarque. Je sais que souvent on me pose la question, est-ce que c'est on est orienté uniquement B2C, B2B, etc. Non, en fait c'est assez éclectique, hein, donc on peut toucher différents domaines d'activité. Pour donner un petit exemple, par exemple au Danemark, tellement que la marque est connue, on a des dentistes, on a vraiment différents corps de métier qui vont aussi utiliser les avis dans leur stratégie justement d'acquisition. Donc effectivement, ça se limite pas à des produits, ça se limite pas à des services, ça peut être aussi justement uniquement de l'acquisition de leads, ça peut être pour des marketplaces, donc ça reste vraiment très large au niveau de la stratégie d'acquisition ou d'avis client, quoi.
Super, très bien. Ok, du coup, Guillaume, je te repasse la parole parce qu'on aimerait bien en savoir un petit peu plus sur les activités de Blog e-commerce. Alors, le e-commerce, c'est aujourd'hui, c'est avant tout une agence de référencement naturel et de référencement payant spécialisée en e-commerce. C'est la première et la seule agence à être 100% spécialisée en e-commerce. D'accord? Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement le groupe Blog e-commerce parce qu'en fait, on a pas mal grandi ces derniers temps. Il y a 10 ans, Olivier Lévy a fondé Blog e-commerce parce qu'il était lui-même e-commerçant. Il vendait des platines. Il avait un site qui s'appelait Platine Center qu'il a revendu depuis. Et en tant qu'e-commerçant, il avait rencontré des problématiques SEO et c'est pour ça qu'il est devenu, qu'il a monté une agence SEO par la suite, puisque des marchands venaient le voir en lui disant, mais ce que tu as fait pour ton site, ce que tu n'arrêtes pas de dire sur ton blog, que ta méthodologie elle est super pour ton site, moi je veux que tu le fasses sur le mien parce que ça cartonne chez toi. Donc c'est comme ça qu'il a monté l'agence. Et puis après, sur la même mécanique, eh ben, on a essayé de trouver d'autres solutions. C'est comme ça que quelques années plus tard est né Shoppingflux, qui aujourd'hui devient Shoppingfeed. Donc Shoppingflux, c'est un logiciel qui permet de vendre sur les places de marché les comparateurs de prix pour les e-commerçants, pour s'y connecter rapidement. D'accord. Et Shoppingflux, aujourd'hui, bah, c'est devenu voilà, un des challengers sur le marché des agrégateurs de flux. Il y en a pas beaucoup non plus. Et on est en train de lancer une toute dernière solution qui s'appelle Lovely Ads aujourd'hui, qui va permettre de simplifier la gestion des campagnes shopping pour les marchands qui veulent faire des campagnes shopping, mais pas forcément de campagnes Google AdWords. Alors c'est assez lié, mais il y a un gros challenge, il y a un gros enjeu sur Google Shopping qui fonctionne très très bien aujourd'hui pour tout type de e-commerce. Donc voilà, il faut être présent, mais c'est un vrai bazar les campagnes shopping à gérer. Donc du coup, il y a besoin quand même d'un peu de savoir-faire. Et quand on veut le faire soi-même, eh ben Lovely Ads, c'est vraiment la solution qu'il vous faudra. Et après, pour vous présenter rapidement nos certifications, aujourd'hui, nous, on est certifié sur PrestaShop parce qu'on travaille avec PrestaShop depuis le début. On s'est lancé en même temps qu'eux, donc on les connaît très bien. On travaille beaucoup avec eux. C'est une solution dans laquelle on croit beaucoup. On est certifié au plus haut degré par Google parce qu'on a gagné il n'y a pas longtemps un challenge, le challenge de l'optimisation de Google, où on a été élu meilleure agence SIA de l'année, enfin du dernier trimestre 2017, donc de l'année 2017, on va dire. Ouais. On est parti en gagnant, on va dire. On est un peu plus d'une quarantaine de collaborateurs aujourd'hui. On a une spécialité web marketing parce qu'on va toucher à différents niveaux, le référencement naturel, le référencement payant, et puis on va toucher aussi un petit peu les flux, les marketplaces. Voilà, donc on touche quasiment à tout. C'est pour ça qu'on commence à avoir l'appellation web marketing. Et notre vraie valeur ajoutée, c'est d'être 100% dédié aux e-commerçants. Aujourd'hui, on n'a pas d'autres cibles, on ne cherche pas à travailler avec d'autres marchands. On a des marchands de tout type, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des très gros qui vont être comme Mon Showroom, on a travaillé vraiment avec des très gros sites e-commerce, puis avec des plus petits, plus modestes, comme Mon Petit Bikini, qui commence à être un petit peu connu, puisque Mon Petit Bikini, elle a commencé toute seule dans son garage, et aujourd'hui, elle a une entreprise d'une vingtaine de salariés. Qui vend à l'international. Et elle a commencé avec nous. On était son premier prestataire. Et c'est des très belles réussites, c'est des belles victoires. Et puis après, voilà, on va chercher principalement à aider les e-commerçants à leur trouver des solutions. C'est la vocation de Blog e-commerce, c'est la vocation de Shoppingflux, et c'est en train de devenir la vocation de Lovely Ads. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Guillaume pour cette présentation très complète. Du coup, on va faire un petit topo sur l'agenda du webinar. Donc, on va voir ensemble effectivement les différentes tendances sur 2018. Donc, des choses qui sont déjà aujourd'hui, je dirais, sur les chapeaux de roue au niveau des roadmaps des différents marchands sur la partie Google, entre guillemets, avec les nouveautés en place. Comment on va pouvoir booster le SEO et le SIA. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi voir en détail quelles sont les synergies qu'on peut mettre en place entre l'avis client en tant que tel, en termes de data et de pouvoir de conversion et les canaux qui sont le SEO, le SIA. On va avoir également aussi une possibilité d'améliorer son ROI sur AdWords, un peu technique, mais on aura l'occasion de pouvoir approfondir ça et de voir également justement comment optimiser la conversion. Donc après le clic sur les résultats Google, il y a quand même une continuité et l'internaute doit pouvoir être entre guillemets dans un schéma d'expérience utilisateur optimisé. Donc on va vous montrer des best cases, en fait, des cas concrets de bonnes pratiques autour de ça. Donc, on va commencer avec les tendances à surveiller cette année. Et je vais passer la main à Guillaume pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que Google nous demande de regarder un petit peu sur 2018. Ça marche. Alors, effectivement, on l'a dit tout à l'heure en préambule, il y a énormément de choses qui sont en train de bouger chez Google aujourd'hui. C'est très difficile en SEO de parler de nouveautés sans comprendre comment ça fonctionnait avant. C'est pour ça qu'on va un petit peu regarder ce qui se passait avant. Grosso modo, aujourd'hui, le SEO, c'est simple. Google envoie des robots qui crawl, c'est l'action de crawler, hein, qui navigue sur vos sites et qui juge vos sites, qui donne des points et ça lui permet d'établir un classement. Ça, c'est le système de base de Google.
Ce qui change, c'est la consommation, tout simplement. Aujourd'hui, les gens consomment et consultent surtout de plus en plus sur mobile. Et donc, du coup, fatalement, Google, il est obligé de s'adapter parce que le mobile, ça a d'autres avantages qu'un ordinateur. L'ordinateur, on est chez soi. Le mobile, on est dehors. On peut être chez soi aussi, mais on peut être au travail. On peut être partout. Donc, il faut s'adapter et on peut affiner comme ça les résultats. En France, l'année dernière, on est passé ce qu'on appelle, selon Google, en mobile first, c'est-à-dire qu'il y a plus de consultations mobiles que de consultations sur ordinateur. Alors, le Mobile Friendly Search Result, ça, c'est une des premières choses qu'a commencé à mettre en place Google, et ça, on peut aujourd'hui le voir apparaître sur les recherches. C'est-à-dire que quand on va rechercher, par exemple, certains types de requêtes, eh bien, Google va favoriser les sites qui ont un bon score sur mobile plutôt que de favoriser les sites traditionnellement bien positionnés sur ordinateur. Ça, c'était une des premières nouveautés. Google commence à faire un premier pas vers le mobile. Ensuite, Google nous a annoncé, et ça va arriver à peu près vers juillet 2018, même si Google voudrait accélérer, ils sont un petit peu en retard, mais ils aimeraient bien accélérer le processus. Mais grosso modo, en juillet 2018, Google va avoir un index dans lequel il va référencer tous les sites qui sera 100% dédié au mobile. Et ça, c'est une première révolution parce que ça va être une grosse claque pour tous les sites qui ne vont pas avoir fait la conversion vers le mobile. Le problème qu'il va y avoir, c'est que cet index va devenir de plus en plus prioritaire sur tous les autres index. C'est-à-dire que si demain, on a un e-commerçant qui a un site qui n'est pas responsive, qui n'a pas une bonne note sur mobile, en fait, son site, il va tout simplement ne plus être affiché dans les résultats de recherche de Google. Et ça peut devenir catastrophique et c'est un grand changement chez Google. Alors, les nouveaux critères à la mode, les nouveaux critères qui vont permettre justement de pousser son e-commerce dans ses derniers retranchements, ça va être le responsive design, donc le fait d'avoir un site qui soit compatible mobile, mais qu'il soit bien fait. Et c'est surtout des critères techniques. Alors on parle beaucoup du temps de chargement qui est le plus populaire, mais effectivement, c'est ça. La norme sur mobile, c'est que quand on est chez soi, encore une fois, on a une bonne connexion, on a la DSL, on a la fibre. Quand on est dans les transports, on n'a pas toujours une bonne connexion. Donc, du coup, il faut avoir en face des pages qui ont du répondant, des pages qui sont affichées rapidement. Et donc, les critères les plus importants du SEO aujourd'hui sont beaucoup plus orientés vers des critères techniques, alors que quand on parle aujourd'hui de bien se référencer, on parle beaucoup de contenu, on parle beaucoup de liens externes, mais on ne parle pas encore énormément de technique. Ça va devenir un critère vraiment prépondérant à partir de 2018. D'accord. Petite question, Guillaume. Est-ce que du coup, ça signifie finalement que les sites marchands actuellement premier ou deuxième sur pas mal de requêtes peuvent perdre finalement ce leadership sur la partie mobile, c'est-à-dire que demain, on va avoir deux résultats. Un numéro 1 qui sera peut-être un site qui était en numéro 9 avant et qui sera numéro 1 en mobile parce qu'il aura fait une grosse stratégie autour du mobile first versus un site historique e-commerçant qui n'a pas fait cette transition-là sur mobile? Alors, dans la théorie, c'est tout à fait possible. Dans la pratique, il ne faut pas oublier que Google, c'est des milliards de… C'est un algorithme qui est vraiment gigantesque avec des milliards de possibilités. Donc, ce n'est pas le seul critère, la technique, mais disons que ça va devenir un critère qui rigoureusement est indispensable. On peut penser qu'un site qui aujourd'hui est premier est un site qui est actif, et un site actif, on va dire, va peut-être faire le travail pour s'adapter à son mobile. Mais il va y avoir des changements qui vont être un peu surprenants. Un site comme Amazon a 23 millions de produits aujourd'hui. C'est beaucoup plus difficile pour Amazon de transformer 23 millions de pages que pour un site e-commerçant qui va avoir 2500 produits. Tout à fait. Donc, il y a peut-être à un moment donné des positions qui vont changer. Par contre, la proportion des résultats et des changements de résultats, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment la prédire, tout simplement parce qu'on n'a pas encore vu à quel point, quelle va être la pondération que Google va accorder à la technique. On sait que ça va devenir hyper important et hyper nécessaire. Maintenant, dans le concret, il y a d'autres points aussi. La notoriété est un critère très important. Un site qui est ultra populaire comme Amazon ne va pas être déclassé du jour au lendemain parce que Google a décidé de changer un petit peu sa loi. C'est pas binaire, quoi. Aujourd'hui, effectivement, c'est vraiment… C'est pas binaire. Ouais, okay. C'est pas binaire. Mais il y aura des surprises quand même. Sur des marchés de niche, sur des marchés où les gros sont pas encore forcément positionnés, sur des marchés où il va y avoir des petits acteurs qui aujourd'hui sont bien positionnés, mais qui sont là, je pense notamment à un marché que je connais bien, le bikini, où dans la première page sur bikini, il y a un petit acteur qui a une cabane, qui a une boutique e-commerce et une cabane physique sur les côtes de la République dominicaine et qui est aujourd'hui dans les 3 premiers résultats, je crois, sur bikini, quelque chose comme ça. On ne sait pas trop pourquoi il est là, c'est un peu un ovni, mais cette personne-là, voilà, on pense qu'il n'est pas forcément, son site n'est pas forcément très bien fait, mais il est là, je ne sais pas pourquoi. Et donc, du coup, certainement à cause d'autres critères que Google ne dit pas tout, malheureusement. Et justement, ces gens-là, ils risquent peut-être de disparaître enfin, mais il y en a peut-être d'autres qui vont monter aussi.
Ouais, c'est aussi le jeu de la montée et de la descente, quoi. Voilà. Du coup, AMP, tu nous en parles? AMP, voilà, c'est un très bon exemple puisque aujourd'hui, on a vu que depuis que Google a annoncé qu'il souhaitait passer sur un index mobile, on a vu que beaucoup de gens commençaient à essayer de trouver des solutions. AMP, c'est une solution qui est venue de Google, plus ou moins. Alors, c'est un étudiant qui a développé ça, je crois, AMP. C'est un projet qui a été retenu et subventionné par Google, donc du coup, ça a pris un peu l'étiquette Google, même si ça vient pas de chez eux. L'AMP, c'est un très bon exemple parce que c'est un standard qui n'est pas annoncé et recommandé par Google. C'est-à-dire que Google n'a jamais dit faites de l'AMP, c'est la bonne solution. Surtout que l'AMP sont des pages qui se chargent très rapidement sur mobile, mais qui ne sont pas du tout adaptées en fait au e-commerce. C'est assez difficile de faire de l'AMP sur du e-commerce. Mais en tout cas, voilà, ça tend vers les nouveaux principes qu'on va avoir, c'est d'avoir des performances et un affichage ultra rapide. À partir du moment où on a un affichage ultra rapide, on va rentrer dans des critères de performance qui sont très importants maintenant aux yeux de Google et ça va accélérer le m-commerce. Par contre, c'est pas si simple que ça à mettre en place. Donc aujourd'hui, la bonne pratique, c'est qu'il n'y a pas de bonne pratique à part essayer d'optimiser vraiment ses performances. Maintenant, il va falloir quand même essayer de trouver des solutions intéressantes. Ça ne veut pas dire que demain, il faut passer tout votre site en format AMP, mais il faut essayer, on va dire, de surveiller un petit peu ce qui apparaît et de trouver des solutions. Si on a un blog, par exemple, ça peut être intéressant de le faire passer en AMP pour avoir un affichage rapide. Si on travaille beaucoup sur des pages de contenu, ça peut être intéressant de regarder les formats AMP. Maintenant, il faut bien regarder en fonction des technologies ce qu'on est capable de mettre en place sur nos sites aujourd'hui. Tout à fait. Donc, sur du guide d'achat, des articles un peu conseils, etc., sur un site marchand, typiquement AMP, c'est plutôt pertinent, quoi. Ce sera plutôt pertinent. C'est vraiment fait pour des sites d'actualité à la base AMP. Et ça, c'est devenu un standard sur. Voilà, là, on peut voir des exemples de sites d'actualité. Donc, c'est en tout petit si on regarde, mais si on regarde sur des exemples du carrousel, du search, on voit que en fait, les pages AMP sont priorisées tout simplement parce qu'elles ont de meilleure pertinence en termes, non pas en termes de contenu, puisque la Google ne va pas juger le contenu sur de la news, mais il va surtout juger les critères techniques. Et puis, quand on regarde par exemple une version mobile et une version AMP, on voit que c'est pas exactement fait pareil. La AMP est forcément un support allégé. Donc, quand on dit support allégé, on oublie les photos qui sont très lourdes, on oublie pas mal on oublie enfin, on va dire de la qualité de vie qu'on s'était accordé au fil du temps parce qu'on a augmenté les performances. Eh bien, on avait des grandes photos, des grands visuels, voilà. Et puis, bah, on va revenir vers quelque chose d'un petit peu plus sobre, mais beaucoup plus rapide à l'affichage. Et quand on est dans un métro, par exemple, ça peut se charger beaucoup. Ça, au moins, ça peut se charger. Alors qu'avant, la page de L, rien que de charger la photo, des fois, ça bloquait complètement la lecture de la page. D'accord. Et alors, du coup, il y a aussi un autre enjeu qui va vite apparaître, c'est la recherche vocale. Alors, je vais juste partager quelques chiffres et puis tu pourras me donner un peu ton avis, Guillaume. Ce qui est intéressant sur la recherche vocale, donc, OK Google, ça, tout le monde l'a déjà eu un peu, l'a déjà entendu dans la rue ou l'a déjà fait si vous êtes user Android. Selon Comscore, en fait, on a 50% des recherches internautes qui seront 100% vocales, donc qui seront vocales en 2020. C'est-à-dire qu'on aura une requête sur deux faite par les internautes qui seront faites uniquement par la voix. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Un chiffre un peu plus, je dirais, réaliste, parce que là, 2020, effectivement, on n'est pas si loin que ça, mais sur les chiffres existants, donc le CEO de Google disait que c'était sur la keynote Google I.O. De 2016, 20% des requêtes dans nos applications mobiles et sur nos smartphones Android sont vocales. C'est-à-dire que déjà, nativement, je dirais, les gens ont tendance à utiliser la recherche vocale sur leur smartphone. Donc là, on a un cas beaucoup plus précis qui est sur les applications mobiles et les smartphones de manière générale. La statistique de Comscore, elle parle de manière globale, donc quel que soit finalement le type de recherche, on aura au global 50% des recherches internautes qui seront faites sur le vocal. Et ce qu'il faut aussi noter sur une autre étude qui est intéressante sur la partie recherche vocale, c'est le caractère géolocalisé. Donc les recherches vocales sur mobile sont 3 fois plus géolocalisées que les requêtes tapées selon Search Engine Watch. Donc quand on regarde un petit peu les différentes études, pour voir un peu pourquoi aujourd'hui, nous, vous ou les gens de manière générale utilisent la recherche vocale, on a déjà un premier élément très simple, c'est que durant 1 minute, on peut prononcer 150 mots. Alors, à titre personnel, comme je parle très vite, je pense que je peux dépasser les 200 mots et Guillaume partage mon avis là-dessus, versus 40 mots tapés. Versus 40 mots tapés en moyenne sur un clavier. Donc, déjà, c'est l'accès facile à la requête qui va permettre de plus facilement, finalement, faire des recherches poussées plutôt longue traîne. Et aussi, bien évidemment, sur le mobile, pourquoi ça cartonne finalement la recherche vocale, c'est la simplicité de saisir. Parce que c'est vrai que sur un écran de smartphone, quand on est en mobilité, etc., on a effectivement des difficultés à taper une requête assez précise, alors qu'une recherche vocale va pouvoir nous permettre
de faire la requête en quelques secondes. Et d'ailleurs, dans l'étude que j'avais regardée sur ce sujet-là, les gens disaient plébisciter la recherche vocale également parce qu'ils pouvaient faire des recherches vocales en conduisant. Alors, bien évidemment, à faire le petit volet, je dirais, code de la route, faites attention à vos recherches au volant, mais c'est vrai que c'est quand même un nouvel enjeu aujourd'hui, la recherche vocale. Je sais pas ce que tu en penses, Guillaume, de ton côté. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est en train d'arriver et qui va un petit peu bouleverser les codes qu'on avait déjà acquis au fil de ces 10 dernières années. En fait, ce qu'on peut constater, moi ça fait un petit moment que je fais du SEO quand même, et ce qu'on peut constater, c'est que la première chose qu'on apprend quand on fait du SEO, c'est que on supprime petit à petit tous les articles, les la, les choses comme ça. On va enlever, je veux par exemple acheter des gants de boxe, je vais écrire gants box, je vais pas écrire gants de boxe. Donc on supprime pas mal de petits mots. La recherche vocale, ça va faire quoi? Ça va créer des requêtes de plus en plus complexes, puisque je vais plus taper gants box dans Google, je vais taper je veux acheter. On va retrouver aussi des mots comme acheter, puisqu'on va parler en fait. Donc on va dire OK Google, je veux acheter des gants de boxe à Paris. Donc trouve-moi une boutique. Et c'est après, on peut même aller plus loin. Ça va être trouve-moi une boutique dans tel quartier. Donc ça va changer pas mal de choses. Effectivement, il y a à mon avis un côté géolocalisé qui va être hyper intéressant. Il y a une sorte de lien avec le mobile qui va être très important, même si là on voit sur les images des Google Home. Donc c'est quelque chose qui n'est pas mobile pour le coup, mais ça sera disponible sur les smartphones Android. Ça va prendre de plus en plus de place. Je pense qu'il va falloir peut-être retravailler un petit peu la façon dont on travaille ces mots-clés aujourd'hui, même si la technologie vocale, finalement, va juste retranscrire du texte qu'elle entend et va faire une recherche ensuite de keywords tout à fait traditionnels. Mais c'est quelque chose qui va arriver, qui va être de plus en plus présent. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les bonnes pratiques aujourd'hui, donc c'est là où vous allez voir un petit peu l'enjeu sur la partie avis client, mais de manière générale, tous les experts en référencement nous proposent finalement de nous optimiser le référencement vocal, c'est-à-dire les futurs algorithmes de Google sur 3 axes. C'est travailler sur sa longue traîne. Alors, la longue traîne, c'est pas nouveau. Je pense qu'en e-commerce, déjà de nombreux sites marchands travaillent sur leur mot-clé longue traîne, que ce soit en SEO ou en SIA. Mais par contre, il y a également d'autres enjeux, type travailler sur des contenus orientés guide d'achat, foire aux questions, etc., qui vont être sur finalement des réponses à des questions que les internautes peuvent se poser. Et le troisième point, qui est un peu, je dirais, la transition avec le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est-à-dire les avis clients, c'est de vraiment mettre en place une stratégie de création de contenu, de génération de contenu par les utilisateurs, donc les stratégies UGC, qui va permettre finalement d'enrichir l'ensemble de vos contenus avec les différents mots-clés que les utilisateurs eux-mêmes vont taper, donc notamment à travers de la collecte d'avis clients. Et d'ailleurs, l'avis client aujourd'hui, c'est une arme assez importante puisque sur les fiches produits, on voit de plus en plus, tout à l'heure Guillaume citait l'exemple d'Amazon, on voit beaucoup Amazon apparaître en termes de mots-clés sur des champs assez larges sémantiques dans Google en naturel parce qu'ils ont travaillé la stratégie de création de contenu par leurs propres clients. Et si je devais vous partager quelques stats là-dessus, donc premier chiffre intéressant quand même sur la partie avis client pur, et comme ça on va pouvoir faire plus en détail le lien entre le search et l'avis client. On a aujourd'hui 88% des consommateurs qui, dans leur décision d'achat, sont influencés par les avis en ligne. C'est-à-dire que quand on va arriver sur un nouveau site marchand qu'on n'a pas forcément connaissance, donc on est un prospect lambda, et on arrive sur un site marchand, on ne connaît pas le site, on va faire, à hauteur de 9 personnes sur 10, vont faire des recherches sur le site en lui-même, donc typiquement le mot-clé avis, nom de la boutique, pour vérifier ce qui se dit sur la toile. Donc ça, c'est important de pouvoir garder ça à l'esprit, puisque ce qui veut dire que finalement, si vous n'avez pas de stratégie autour de cette génération de contenu, et notamment de ces avis clients, aujourd'hui, vous perdez des ventes, puisque des gens vont taper avis ou critique ou opinion plus le nom de votre boutique et ne pas trouver d'informations vous concernant. Et il y a deux types d'informations qu'on peut trouver. Soit il y a l'absence d'informations, c'est-à-dire vous avez zéro avis en ligne, ce qui peut inquiéter les consommateurs en se disant est-ce que c'est pas un nouveau business qui se lance, est-ce que c'est pas une boutique en ligne qui vient de se créer, qui va pas forcément honorer ses engagements dès le départ, ou au contraire, le deuxième type de résultat qu'on peut avoir, c'est de l'avis négatif qui va apparaître parce que vous n'avez pas mis en place de stratégie d'avis client au sens large. Et du coup, de fait, vous avez uniquement ce qu'on appelle un petit peu les clients déçus, c'est-à-dire les râleurs de manière générale qui vont venir s'exprimer. Ça, c'est toujours pareil, c'est un chiffre assez concret, mais de manière générale, aujourd'hui, la majorité des clients qui viennent s'exprimer spontanément sur une plateforme d'avis vont être dans une expérience négative d'achat et donc vont essayer de trouver une solution grâce à cet avis-là. Donc, ils vont venir dire du mal de votre entreprise, de vos produits, de vos services, alors que si vous donniez la parole à l'ensemble de vos consommateurs, finalement, vous auriez un aperçu beaucoup plus réaliste de votre satisfaction client. L'autre chiffre intéressant de cette slide-là,
c'est qu'on a une statistique assez intéressante des consommateurs qui disent que 31% des consommateurs sont prêts à dépenser plus chez une entreprise qui a vraiment une note excellente. C'est-à-dire que si vous travaillez également votre e-réputation, votre stratégie autour des avis clients et que vous avez une bonne note qui est affichée, on a la possibilité finalement d'agir aussi sur ce qu'on appelle le panier d'achat, le panier moyen, puisque les gens vont être plus enclins à consommer davantage, à ajouter plus de produits en panier, à finalement dépenser plus sur votre site e-commerce. Donc ça, c'est vraiment important et on va regarder un peu en détail par la suite dans la présentation finalement comment booster l'ensemble de ces éléments-là. Mais on a d'un côté des changements assez cruciaux chez Google et de l'autre côté, on a également effectivement cette stratégie de génération de contenu et notamment les avis clients qui va aider énormément à la conversion. Donc, je vais laisser la parole à Brahim qui va donc faire une petite introduction rapide sur la partie avis client SEO et puis je vais laisser par la suite Guillaume compléter la présentation. Exactement. Merci Ismaël. Justement, effectivement, là, on a vu des statistiques assez éloquentes et en fait, ce qui est intéressant justement, c'est après avoir collecté ce contenu-là, qu'est-ce qu'on en fait? Donc en fait, il y a différents leviers. On va voir qu'il y a un aspect SEO, on verra plus tard qu'il y a un aspect SIA et après aussi d'autres leviers de conversion sur le site. Donc là, déjà, on a un exemple qui est assez intéressant. On voit justement donc sur une requête donc de produits. Là, on voit que c'est des lunettes de Porsche Design donc et avec 2 sites différents. Comme tout à l'heure, on avait pu en parler, effectivement, des fois, il y a des mastodontes qui vont avoir une position assez très forte, on va dire, dans les recherches organiques. Et donc, pour se différencier, on va essayer d'utiliser justement ce contenu-là au niveau du SEO. Donc là, c'est quoi? C'est juste simplement enrichir donc ces requêtes-là avec des avis produits. En l'occurrence ici, vous voyez qu'il y a la première requête avec donc Amazon.co.uk et en dessous, on voit donc l'autre site smartbuyglasses.co.uk avec des petites étoiles. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que ça vous permet justement de ressortir justement au niveau de recherche organique. Et même si justement Amazon est positionné donc en première position, que vous arrivez derrière, ce qui va se passer, c'est que vous allez augmenter donc le taux de clic tout simplement sur la requête spécifique et avoir un trafic aussi de qualité. Parce que ce qui se passe, c'est que on peut voir effectivement que vous avez collecté les avis et ça va générer effectivement un peu plus de trafic sur ce lien-là. Donc l'idée ici, c'est avoir justement du contenu riche, l'afficher justement de différentes manières. Bien entendu, vous allez me dire comment je fais à avoir ces avis-là. En amont, bien entendu, il y aura différents types de collecte qui peuvent se mettre en place. Ça, j'en parlerai également ultérieurement. Et après, 2 techniques justement pour avoir l'affichage. Il y en a une donc qui est un peu plus manuelle et une autre avec une Trustbox qu'on a développée en interne. Je vais laisser la main donc à Guillaume pour vous expliquer justement la première partie et comment justement afficher ces rich snippets là dans les recherches organiques. Alors, les rich snippets, c'est pas ce qui est le plus évident, mais c'est pas ce qui est le plus compliqué non plus. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est que on peut pas les maîtriser à 100%. C'est-à-dire que c'est une demande. Vous voyez les requêtes là qu'on peut afficher dans son code source directement, donc c'est pas très compliqué. Il suffit juste d'insérer les balises dans son header. Le seul souci qu'on va avoir, c'est que Google va pouvoir traiter ou non l'information. En général, il va la traiter quand on lui met. Quand on se donne la peine de lui mettre, il la traite. Mais de temps en temps, Google va pas vouloir le faire. Donc, c'est pas du 100% comme on peut avoir en SIA. Maintenant, alors pour ceux qui sont pas techniques, il me semble que si vous n'avez pas trop envie de mettre les mains dans le code, nos amis de Trustpilot ont justement, je crois, développé une solution packagée, il me semble. Exactement. Je vais peut-être, oui, voilà, je vais en parler justement brièvement. En fait, ce qui se passe justement, c'est que le contenu de la Trustbox SEO, donc côté serveur, est explorable en fait par les moteurs de recherche. Donc en fait, ça vous permet justement d'afficher donc ces snippets là. L'idée c'est quoi? Simplement, c'est de fournir un markup pour votre page web. Donc en gros, on va récupérer le markup comme votre page génération process ou comme une tâche périodique. Ils appellent ça schedule recurring task. Et en fait, l'idée ici, tout simplement, c'est qu'en un clic avec Trustpilot, c'est d'afficher justement ces snippets. Donc grosso modo, vous allez collecter les avis. Ensuite, tout simplement, on va générer donc un petit script que vous allez copier et coller donc aux bons endroits. Et après, directement depuis le back-office Trustpilot, vous avez donc la possibilité d'activer ou de ne pas activer justement ces rich snippets là. Et l'idée, c'est comme on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment d'augmenter le taux de clic naturel et générer plus de trafic sur le site. Donc là, il y a une solution qui vous permet justement donc d'afficher les rich snippets, mais d'une manière très très simple. Donc, il y en a certains, ils ont les capacités techniques en interne, ils ont donc des développeurs, etc. D'autres non. Donc là, je dirais, c'est une solution qui est assez simple pour ceux justement qui ont pas, ou tout simplement qui ne souhaitent pas aussi passer trop de temps donc sur cet aspect-là au niveau du développement, quoi. Ouais, on gagne beaucoup de temps quand même. Exactement. Et du coup, on est d'accord que sur les étapes, il faut déjà effectivement avoir de la donnée, c'est-à-dire avoir collecté
des avis produits, premièrement, donc les avoir stockés quelque part, que ce soit sur une plateforme comme Trustpilot ou sur son propre site, hébergé localement, et ensuite l'afficher avec le bon markup, c'est-à-dire le bon codage, le bon balisage en fait dans le code source pour que les robots Google puissent venir scanner les pages, voir la note et les avis qui sont communiqués sur cette page-là et remonter des informations dans les résultats de recherche Google. Hein. C'est ça, c'est trois étapes. Exactement. Et dans le markup, tu vas bien avoir, bien entendu, le product name, le nom du produit, le SKU, etc. Donc, il y a bien des données obligatoires. Et après, bon, il y a d'autres données qui peuvent être ajoutées. Mais effectivement, dès qu'on a ce markup-là, nous, de notre côté, effectivement, après, on vous permettra donc d'afficher les rich snippets dans les recherches organiques. Donc, ça, c'est la première étape. Je crois qu'il y a peut-être Guillaume, tu voulais donner un exemple. Je crois que Smaïn, tu avais un exemple dans une slide suivante. Ouais. Oui, tout à fait. Sur la requête tirage photo, je vais te laisser Guillaume la présenter, parce que tu en avais discuté avec moi hier. Donc, vas-y, je te laisse prendre la main. Ouais, alors c'est vrai que le tirage photo, ce qui est intéressant sur cet exemple, c'est qu'on peut voir que finalement le premier résultat dans Google n'est pas celui qui a la meilleure note de qualité. Donc la note reste un indicateur supplémentaire. Et donc là, celui qui a la meilleure note, c'est PhotoWeb qui est deuxième. Et même le troisième a une meilleure note que le premier. Donc ce qu'on voit tout de suite, c'est que PhotoWeb, c'est tout bête, mais il a une demi-étoile de plus, ce qui attire beaucoup plus l'œil. Du coup, on est tenté de regarder directement PhotoWeb. Et ça recoupe une stat que tu as donnée tout à l'heure où quand on a confiance, on peut consommer plus. Ce qu'il faut savoir dans le tirage photo, et je trouve que c'est un bon exemple, c'est que pour ceux qui ont eu la chance d'aller une fois sur un site pour faire du tirage photo, c'est quelque chose qui est hyper engageant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dedans, c'est un process qui est très long, très fastidieux, et donc du coup, on ne reviendra pas en arrière. C'est-à-dire que si sur cet exemple-là, l'internaute il est attiré par l'avis client, il clique sur PhotoWeb plutôt que sur Photobox, PhotoWeb, il sait qu'il a gagné un client. Donc, c'est essentiel pour eux d'avoir de bonnes notes et une bonne appréciation. Donc là, on peut parler clairement de faire une vente grâce à l'avis, directement. C'est vrai qu'en plus, quand on regarde un petit peu les quantités qu'on a, alors on a deux choses sur l'avis client. Donc là, sur la partie rich snippet, on a la notation qui apparaît. Donc on a 7,5, puis 8,6 et 8,2 si on devait regarder le top 3. Et on a également la quantité d'avis. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur la partie, rich snippet et de manière générale sur l'avis client dans Google, il y a un élément qui est important qui est la preuve sociale, qui consiste finalement à avoir un maximum d'avis possible avec la meilleure note possible pour gagner finalement le match. Et c'est vrai que quand on regarde les trois premiers résultats, si on a pour le même prix, le même service, on aura tendance à aller vers là où il y aura le plus de monde avec la meilleure note moyenne. Donc, typiquement, effectivement, là, on pourrait se dire qu'un consommateur pourrait être tenté de cliquer sur le deuxième parce qu'il y a 7500 avis avec une note globale de 8,6 qui est une note globale supérieure au troisième et au premier et un volume d'avis supérieur au troisième et au premier. Donc, c'est vrai que là-dessus, vous allez pouvoir également vous démarquer, sachant que ça, Guillaume ne va pas me contredire, le mot-clé tirage photo en lui-même est un mot-clé ultra concurrentiel. Donc, ça peut vraiment faire bouger énormément vos ventes au quotidien si vous montez d'une position ou si vous baissez d'une position. Enfin, ça se ressent tout de suite dans les chiffres, quoi. Donc, du coup, je te relaisse un petit peu la main, Guillaume, sur cette slide. Alors, c'est vrai que voilà, Trustpilot, on en parle comme système d'avis, comme système pour collecter les avis. Ce qui est très intéressant, voilà. Il y a eu une étude qui a été réalisée par SEMrush. Donc SEMrush, c'est un outil qui permet de calculer des métriques SEO, SIA, des choses comme ça, et qui montre bien que la puissance de Trustpilot est largement au-dessus de celle de ses concurrents, même si on n'aimera pas ses concurrents. Et en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, et c'est pour ça que nous on recommande à 100% Trustpilot, c'est qu'aujourd'hui sur Trustpilot, il y a une plateforme qui référence les avis, qui est optimisée en SEO, puisqu'on avait quand même regardé au début, on s'était posé la question de savoir si ça avait été bien fait, et c'est bien fait. Et cette plateforme, elle commence à avoir un poids, comme TripAdvisor, ce que tu disais Brahim tout à l'heure. Aujourd'hui, on compare un peu TripAdvisor et Trustpilot, parce que c'est vrai que c'est un modèle qui est proche, dans des domaines différents, mais c'est un modèle qui est proche. Et effectivement, la plateforme Trustpilot, aujourd'hui, elle va apporter énormément, et elle va avoir un atout qui est largement supérieur à tout ce qu'on peut trouver chez la concurrence. Donc, c'est pour ça que voilà, chez le e-commerce en tout cas, on recommande à nos clients vraiment d'utiliser la solution, d'une part pour la plateforme et d'autre part pour la solution technique qui fonctionne quand même très bien et puis qui peut se plugger parfaitement. Merci beaucoup, Guillaume. Du coup, on va passer la main à Brahim qui va faire justement un point sur. Donc là, on a vu la partie SEO avec effectivement les rich snippets, l'importance que ça pouvait avoir sur des requêtes ultra concurrentielles, mais également sur des requêtes longue traîne. On a vu l'exemple avec effectivement Amazon et Smart Buy Glasses. Donc, on peut être petit site marchand, mais avec entre guillemets des étoiles dans Google et pouvoir se démarquer par rapport
à des gros acteurs et attirer le clic et essayer de vendre. Parce que l'idée, c'est de se dire aussi qu'il y a des possibilités aujourd'hui de pouvoir développer son business malgré l'hégémonie des GAFA et consorts. Et là, dans l'idée aussi, on va regarder en détail comment sur la partie référencement payant, donc la partie Google AdWords, hein, qui est le plus gros budget de dépenses chez les marchands aujourd'hui, on peut travailler la synergie avis client et référencement. Exactement. Merci, Asmaïl. Donc effectivement, donc là on a vu tout à l'heure donc la partie SEO. Là il y a une autre partie donc qui est importante aussi. Donc après avoir fait la collecte, hein, bien entendu, comme le disait tout à l'heure Asmaïl, pour l'affichage justement donc des avis, il faut bien entendu en amont déjà avoir collecté des avis. Donc là vous pouvez le faire de différentes manières, via un email, via un SMS. Un QR code, etc. Donc il y a vraiment une multitude, on va dire, de moyens pour collecter donc des avis. Même pour ceux qui justement qui collectent des leads, on a là aussi la possibilité donc de collecter des avis, des avis et également dans le service. Donc c'est vraiment éclectique. Donc si vous avez un cas bien spécifique, on pourra vous aider à comprendre comment et de quelle manière collecter ces informations-là. Donc dès que vous avez collecté ces informations, donc ces avis, on va pouvoir les diffuser à différents endroits. Donc la première partie qu'on a vue tout à l'heure, donc c'était la partie organique. Maintenant, pour ceux justement qui ont une stratégie donc payante, donc ça peut être donc ici en l'occurrence avec Google, ou ça pourrait être même du retargeting ou autre. Donc là, on pourra effectivement aussi afficher donc ces avis-là, mais spécifiquement pour la partie Google avec les AdWords, on a un cas là très très simple. Donc tout simplement un affichage donc sans les étoiles, donc sans les avis, et un deuxième avec donc 4,4. Donc grosso modo, ce qui se passe, c'est que ça vous permet justement déjà de générer plus de trafic. Donc grosso modo, Google vous donne une augmentation de 10% donc du CTR. Donc après, nous on a fait différentes études, ça peut varier ici et là, mais en moyenne, on a à peu près à 10% donc d'augmentation de CTR. Ce qui est pas mal justement, c'est que l'idée globale derrière, c'est après optimiser aussi son quality score et potentiellement après, bien sûr, bien entendu, réduire son CPC. Pour vous donner un petit chiffre, en date, il y avait donc un de nos partenaires qui a baissé donc de 10 cents son coût par clic. Il avait 70 000 clics par mois, ça a fait une économie de 7 000 euros. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est pas uniquement donc montrer donc la qualité de votre service, mais c'est également aussi réduire les coûts d'acquisition. Donc, ce qui est bien, c'est que vous allez avoir un lead aussi ou un client donc on va dire de meilleure qualité, parce qu'au final, ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent cliquer justement sur l'extension avis et tout simplement voir donc le contenu. Je crois qu'il y a une slide de Smile donc sur quand on clique justement, je crois que tu as mis, voilà, merci. Donc en fait, tout simplement quand vous cliquez justement sur cette extension-là, vous allez avoir donc l'affichage donc des différents avis avec le tiers de confiance. L'idée, c'est de montrer justement que c'est bien une plateforme tierce qui a collecté les avis et que ce sont bien des avis qui ont été certifiés par ce tiers-là. Donc là, tout simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'avant d'arriver donc sur le site, on a la possibilité de voir vos ambassadeurs, hein, parce que l'idée, c'est quoi? C'est justement de prendre et d'utiliser les ambassadeurs, donc vos différents clients, et les mettre en avant donc au niveau du search. Et donc là, ce qui est pertinent, c'est tout simplement de leur montrer que vous avez une qualité donc de service, de produit, etc. Et après, ça va tout simplement optimiser aussi tout simplement la visite sur le site. Donc là, on a déjà en tête que vous avez un service de qualité, que effectivement le produit a été livré en temps et en heure, etc. Donc ça, c'est des points qui sont très importants justement pour les visiteurs lambda, et ça vous optimise tout simplement la conversion derrière. Bien entendu, pour avoir donc ces petites étoiles et donc l'affichage dans les campagnes AdWords, il y a des critères. Donc ça, c'est des critères qui sont définis par Google. Donc en tant que tiers de confiance, on décide pas bien entendu de quand afficher, mais on va bien entendu vous donner des guidelines, et ces guidelines là, ce sont tout simplement celles qui sont émises par Google. Donc c'est tout simplement 150 avis authentiques. Donc ça veut dire quoi authentique? Ça veut dire en fait qui ont été vérifiés par un tiers de confiance. Donc en l'occurrence ici, nous on vérifie dans le flow donc de collecte d'avis que c'est bien un avis effectivement qui a été donc certifié par notre plateforme. Et tout simplement, il vous faut aussi une note de 3,5 sur 5. Dès que vous avez une note de 3,5 sur 5 et 150 avis, l'affichage donc va être donc c'est un feed en fait, hein, on va nourrir tout simplement donc ce feed là auprès de Google, et Google va effectivement afficher ces informations là. Si maintenant vous avez une stratégie sur Bing, c'est moins, il vous faut uniquement 30 avis et une note aussi de 3,5 sur 5. Donc là, il y a une différence aussi au niveau de l'affichage. Et tout simplement, ce qui se passe, c'est que au niveau donc de l'affichage, on me pose souvent la question, donc ça varie. Généralement, on donne de 4 à 6 semaines. Parfois, c'est avant, parfois, c'est un peu plus tard. Donc ça, c'est Google qui décide au niveau de l'affichage. Donc là, ça peut varier effectivement. Donc là, on a vu justement donc la partie donc SEO, SIA. Maintenant, on va voir tout simplement aussi comment optimiser aussi tout ça, tous les différents investissements. Donc je vais laisser donc la main à Smaïl. Il va vous montrer justement comment segmenter un peu tout ça pour optimiser aussi les conversions. Merci beaucoup, Brahim. J'en profite juste pour faire une petite aparté, parce que j'ai vu 2 personnes me dire qu'ils avaient des problèmes de son sur le chat. Est-ce que pour tout le monde, est-ce que vous entendez bien nos voix? Est-ce que tout est bon sur la partie audio? Pour voir si c'est un problème isolé ou un problème général. Donc, n'hésitez pas à me dire sur le chat. OK. Merci beaucoup, Guillaume, pour ton retour.
tout est bon pour vous, merci, ok. Donc je pense que c'est un problème isolé. Dans tous les cas, rassurez-vous, on va vous envoyer le replay du webinar à l'issue du webinar et également vous aurez accès donc à la présentation. Donc jusqu'à maintenant, Brahim, il vous a expliqué un petit peu je dirais l'importance d'avoir l'extension avec l'affichage. Donc je précise juste une chose sur ces deux parties-là. Le clic qui va être effectué, alors ce qu'il faut savoir, c'est que je ne sais pas si vous voyez ma souris, quand on clique sur la partie avis client d'une campagne AdWords, le clic effectué sur le terme avis n'est pas comptabilisé par Google. C'est-à-dire qu'il n'est pas facturé en tant que clic publicitaire, puisque quand on clique, on est amené sur une page profil comme celle-ci, qui permet au consommateur de vérifier l'ensemble des avis. Donc, nous, par la suite, ce qu'on va vous conseiller pour aller beaucoup plus loin sur la partie AdWords, donc aujourd'hui, effectivement, avoir 150 avis authentifiés vous permet de déclencher de manière automatique, finalement, l'affichage de l'extension des Google Seller Ratings, c'est-à-dire que vous n'avez pas grand-chose à faire, hormis collecter ces avis-là, chose qui est quand même importante et cruciale pour pouvoir déclencher cet affichage. Et par la suite, effectivement, ce qui va être intéressant, c'est comment on peut aller beaucoup plus loin en croisant les données des avis clients avec celles de nos campagnes AdWords. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques temps, Google AdWords permet, à travers ses campagnes de référencement payant, d'utiliser des données issues de notre CRM. Donc, notre CRM, c'est quoi? C'est typiquement quand vous allez faire un export de votre base de données clients avec, par exemple, les clients ayant acheté telle catégorie de produits, les clients qui sont récents, les clients qui achètent le plus fréquemment, etc. Donc, on peut faire une segmentation assez classique en CRM, comme on peut le voir sur la droite. Mais on va également pouvoir croiser des données supplémentaires, puisque dans l'idée, votre base de données CRM aujourd'hui, on a une information, je dirais, assez classique, type RFM. On va avoir la récence, la fréquence et, par exemple, le montant moyen du client par année, le type de produit qu'il achète, le top produit le plus vendu, etc. On va pouvoir injecter les données issues des avis clients dans notre CRM pour pouvoir également faire des segmentations du type client satisfait, client insatisfait. Donc, par exemple, ce qu'on recommande nous, et on a de plus en plus de clients e-commerçants qui le mettent en place, c'est d'importer en fait tous les avis qu'ils ont collectés sur Trustpilot. Donc, récupérer les notations de chaque client. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous exportez les avis sur Trustpilot, vous avez le numéro de commande, l'adresse email. Donc, il est très facile de récupérer ces datas-là, ces données-là, et de les injecter soit dans votre CRM ou d'enrichir en fait votre CRM existant avec ces informations-là. Donc, quand vous allez croiser ces données-là, vous allez pouvoir faire aussi une segmentation de votre base de données en disant client insatisfait, client satisfait. Donc, imaginons que vous avez des clients qui effectivement vous ont mis une note entre 4 et 5. On peut qualifier ces clients-là de très satisfaits, voire un potentiel d'ambassadeur, puisque en étant entre 4 et 5, ils ont, je dirais, une plus grande facilité de pouvoir vous recommander à d'autres clients. Donc, on peut utiliser cette base de données clients-là pour recommander votre site marchand à leurs amis, à leur réseau, etc. Les clients qui vont vous mettre une note entre 1 et 2, c'est plutôt des clients insatisfaits qui ont rencontré un problème et qui l'ont signifié en écrivant un avis sur votre profil Trustpilot. Et les clients qui vous mettent une note de 3, alors c'est un peu ambigu le 3, c'est j'ai pas été pleinement satisfait, mais j'ai quand même reçu ma commande, donc je peux continuer à vous faire confiance et ça peut nécessiter également une action. Alors vous allez me demander, mais quel est le rapport entre le CRM finalement et la partie Google AdWords? La partie Google AdWords et le CRM, en fait, ils vont pouvoir travailler ensemble sur un élément qu'on appelle le Customer Match. Le Customer Match, c'est quoi? Ça vous permet en fait de pouvoir injecter des données issues de votre base de données clients, typiquement des adresses email de vos clients existants, dans Google AdWords. L'idée, elle est simple. Si on prend l'exemple tout à l'heure du mot-clé tirage photo, le mot-clé tirage photo est un mot-clé qui coûte très cher en référencement payant. Donc, on a habituellement, historiquement, des campagnes AdWords où on mettait une enchère sur le mot-clé qui ciblait tous les utilisateurs qui recherchaient ce mot-clé-là. Grâce au Customer Match, en fait, on va pouvoir créer deux audiences. On va pouvoir dire, je vais mettre une enchère A, c'est-à-dire un prix A pour les clients de mon enseigne, donc c'est-à-dire des gens qui ont déjà acheté chez moi, et une enchère B pour des gens qui sont des prospects, c'est-à-dire qui n'ont jamais acheté dans ma boutique. Donc typiquement, sur le mot-clé tirage photo, on peut tout à fait imaginer que j'ai déjà une base de données, imaginons de 10 000 clients qui sont déjà venus acheter chez moi. Je les injecte dans la campagne Google AdWords via le Customer Match. Donc je crée une nouvelle audience, une audience spécialisée. Et dans cette audience-là, je vais dire, si Google reconnaît l'utilisateur grâce à cette adresse email-là, je mets une enchère de, par exemple, 50 centimes. Alors que si je dirais la personne qui recherche ce mot-clé-là n'est pas dans ma base de données client, je suis prêt à payer plus cher parce que c'est de l'acquisition et non pas de la fidélisation et je peux mettre 1 euro d'enchère. Et ça, on le voit de plus en plus. C'est une tendance qui s'ancre. Ça va vous permettre finalement de mieux maîtriser le coût par clic de vos mots-clés. C'est-à-dire que plutôt que de payer le même prix pour tous les internautes, c'est de commencer à créer des audiences spécialisées pour des clients, par exemple, qui sont fidélisés ou pas. Et quand on veut aller plus loin, on peut également récupérer les informations de la satisfaction client. Si je veux acheter un mot-clé sur Google AdWords en ciblant mes clients existants qui sont satisfaits, je peux mettre une enchère
moi, je dirais, plus faible que sur des clients insatisfaits que je dois reconquérir. Voire, l'autre option possible, je vais créer des annonces publicitaires, donc des textes d'annonces dans Google AdWords, avec un message beaucoup plus percutant, beaucoup plus rassurant sur les clients insatisfaits. L'idée, par exemple, imaginons, je suis un site marchand qui achète le mot-clé tirage photo. J'ai un client existant qui a payé en ligne sur mon site, mais qui n'était pas satisfait, qui m'avait mis un avis 2 sur 5. Je peux créer une campagne AdWords spécifiquement pour cette segmentation-là, en valorisant à nouveau la partie avis client, par exemple, dans mes annonces, pour rassurer l'internaute en lui disant, par exemple, effectivement, commandez en ligne votre album photo, blablabla, site évalué 4,5 sur 5 sur Trustpilot, pour remettre à nouveau finalement votre client insatisfait dans un schéma de confiance. Et ça, on a de plus en plus de sites marchands. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur cette partie Customer Match, c'est vraiment dédié à des moyens et grands comptes, enfin, des moyens et grands sites marchands. L'idée, elle est simple, c'est que si vous avez par exemple moins de 1000 adresses email, il est difficile pour l'algorithme de Google AdWords de pouvoir retrouver l'ensemble des internautes. Donc ça, c'est important de garder à l'esprit que c'est plutôt dédié à des gens qui vont avoir un minimum de data. Alors quand je dis 1000, en réalité, ça, selon certains secteurs d'activité, il faut plutôt 10 000 adresses email en base de données pour pouvoir commencer à avoir un ciblage qui soit pertinent sur Google. Mais ça va vous permettre vraiment de pouvoir affiner vos enchères et d'avoir une approche beaucoup plus one-to-one et moins one-to-many. C'est-à-dire ne pas acheter le mot-clé avec le même prix auprès de toute l'audience, mais avoir des tarifs différents sur les enchères en fonction des audiences qu'on cible, client pas client, client satisfait, client pas satisfait, etc. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu la partie Google AdWords et l'optimisation possible aujourd'hui à travers les avis clients, l'idée, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui se passe après. Une fois que la personne a cliqué sur un résultat naturel ou payant, en SEO ou en SIA, comment on va faire en sorte que ce client-là aille jusqu'à la confirmation de commande et n'abandonne pas sa session. Et là, je vais laisser la parole à Brahim qui va vous donner les bonnes pratiques pour ça. Merci Ismaël. Effectivement, donc là on a vu différents leviers. Donc ce qui est important de regarder, c'est que vous allez faire certains investissements où certains vont effectivement travailler sur leur positionnement au niveau des recherches organiques, d'autres au niveau du SIA, d'autres sur du Facebook Ads, etc. Donc en fait, vous allez utiliser différents leviers. Donc ces leviers-là vont vous permettre justement de générer du trafic sur votre site. Ce qui se passe après, c'est qu'on se dit voilà, on a collecté les avis. Et donc, ces avis-là, comment on va les utiliser? On les avait utilisés justement dans les recherches organiques, dans les recherches payantes, etc. Il est aussi très important justement après de les afficher sur le site. Donc, on arrive effectivement sur le site et on va voir qu'il y a, on va dire déjà 3 points importants, on va dire au niveau de l'intégration. Donc, il y a le header, le footer et le panier. Donc, dans un premier temps, on a un exemple ici avec cet easy. Donc là, c'est une intégration sur le header. Vous voyez tout en haut une petite box avec Trustpilot et les étoiles. Donc, on peut cliquer dessus, afficher donc les avis. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'on a vu que d'après différentes études de eye tracking, donc on met des casques à des personnes, ils visualisent différents sites et on a remarqué qu'à peu près pratiquement 70% des gens regardaient au niveau du logo, au niveau du header, donc vers le haut. Ça, c'est la première, on arrive sur le site, etc. D'où l'intérêt justement de montrer donc le service que vous apportez est très bon, que vous avez justement énormément d'ambassadeurs, etc. Et ça vous permet dans un premier temps déjà aussi de réduire un peu le taux de rebond. On a remarqué que les gens vont cliquer, ils vont commencer à lire et se dire bah tiens, effectivement, donc on voit que c'est super intéressant. Donc ça, c'est un point qui est très important. Il y en a certains qui appellent aussi ça le triangle d'or. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans Google quand on fait un peu un mapping avec tous les tests de live tracking, on voit une zone chaude en haut à gauche. Ben, l'idée ici, c'est simplement à des endroits un peu stratégiques, c'est d'afficher justement ces avis-là. On voit en dessous également entrer votre ville, code postal, etc. Donc là, on va faire une recherche. Donc ce qui est top ici, c'est que on est sur le header, mais tout en ayant la barre de recherche. Donc là, c'est un positionnement qui est très intéressant justement au niveau de l'affichage. Et aussi pour aller plus loin, tout à l'heure, donc Smaïl justement parlait de la segmentation donc au niveau des avis. Ce qui est peut-être intéressant également, c'est qu'avec un système qu'on appelle le tagging, vous allez pouvoir justement prendre un contenu très riche. Donc ça veut dire en fait qu'en fonction donc de votre activité, vous allez en mettre en avant donc des mots-clés bien spécifiques. Donc là, on apporte une touche un peu plus qualitative au niveau de l'avis. On n'affiche pas juste uniquement des avis 5 étoiles, 4 étoiles, etc. Mais on va afficher un contenu qui est riche. Donc l'idée simplement, c'est de matcher justement les visiteurs lambda qui arrivent sur votre site. Donc ça, c'est une première étape au niveau du header. Deuxième étape, on va avoir aussi une stratégie au niveau du footer. Pourquoi le footer? Beaucoup d'entre vous doivent le savoir, c'est que effectivement, on va rechercher des informations sur l'entreprise, savoir qui sommes-nous, les mentions légales. Parfois, il y en a d'autres qui vont aussi afficher tout ce qui est donc système de paiement, etc. Donc là, on le voit pas peut-être, mais parce qu'il est caché, mais on retrouve justement les différents types de paiements, etc. Donc ça a un point aussi stratégique de navigation sur le site. Donc là, on est encore dans un point de conversion. Donc on se dit, tiens, justement, on va afficher encore d'une manière efficace donc les différents avis.
Ce qui est intéressant ici, c'est que bien entendu, dans la stratégie de conversion, vous allez collecter des avis, donc vous avez la possibilité, bien sûr, de mettre en avant des 4, 5 étoiles. Dans certains marchés, par exemple, on voit notamment en Angleterre, on parle de stratégie dans laquelle on va intégrer aussi des avis négatifs. Pourquoi? Parce que d'après différentes études, ils ont remarqué que les avis négatifs vont vendre. Et effectivement, le fait justement d'afficher dans la stratégie d'acquisition des avis qui sont parfois des fois mitigés, où la personne effectivement a un petit problème, mais vous, derrière, vous avez mis une réponse, je mets assez clair qu'effectivement, le problème a été réglé, bah, c'est considéré comme positif. Donc là, il est super important aussi dans votre stratégie d'avis client de prendre en compte ces avis négatifs-là. Bien entendu, l'idée, c'est aussi de travailler sur la modération, etc. Mais l'important ici, c'est de se dire que l'avis négatif a sa part dans l'acquisition. Donc ça, j'y reviendrai un peu après là-dessus, justement, sur la partie modération, mais ça sera un point qui est super important. Donc là, on a vu le header, le footer. Un point très crucial, ça va être le panier. Donc, j'ai pas mal de conversations avec des différents acteurs et partenaires et souvent, je remarque que quand on leur parle justement du panier ou pour d'autres qui vont faire une collecte de leads, donc ça va être une fiche de renseignement, etc., on n'a pas suffisamment de data et on ne sait pas exactement combien de personnes sont justement arrivées jusque-là et sont reparties, etc. Donc là, c'est quand même un peu dommage parce que c'est un point très crucial au niveau de la conversion. Imaginez, vous avez investi donc au niveau SEO, retargeting, etc. Donc, si cette personne arrive au niveau du panier, c'est qu'effectivement, elle ne s'est pas trompée. Si elle recherchait justement des articles de cuisine, eh ben, effectivement, elle va jusqu'au panier parce qu'effectivement, elle a tapé des articles de cuisine, pardon. Donc là, on sait effectivement que les mots-clés et la recherche qui avait été faite en amont est pertinente. Donc là, il est super important justement d'optimiser aussi justement la conversion au niveau du panier. Donc, pour vous donner quelques chiffres, on a remarqué que on avait une augmentation du panier moyen et bien entendu une baisse des abandons de panier. La dernière stat en date, c'était 9,5% d'augmentation du panier moyen. Donc là, l'idée ici, justement, c'est de l'avoir, bien entendu, tout au long de la conversion. Parce qu'on a des fois des paniers en 2-3 étapes. Donc, il y en a d'autres, c'est directement, on arrive sur le panier. Donc, il est important, justement, à chaque étape, de réconforter donc le visiteur lambda. Donc, l'important ici, c'est de se dire, voilà, on a un lead de qualité, on ne veut pas le perdre et on va justement afficher les bonnes informations. Et en plus de ça, ce qui peut être intéressant, on a par exemple, ils sont dans une saisonnalité, ce qu'ils vont faire, par exemple, à l'arrivée de Noël, vous vous préparez justement pour vendre différents articles, c'est intéressant, c'est de reprendre donc des avis où les gens justement ont dit qu'ils ont reçu leurs produits en temps et en heure. Donc, il y a possibilité justement d'utiliser le contenu pour optimiser justement l'affichage et la conversion. Donc là, on a vu 3 points qui, je dirais, sont très essentiels au niveau de l'affichage. Auparavant, certains disaient que c'était un nice to have, donc c'était intéressant d'avoir ça. Mais maintenant, on est dans un must, donc il est vraiment important justement de réconforter donc le visiteur lambda et l'acheteur aux différentes étapes sur le site. Donc maintenant, on a dans d'autres domaines d'activité, par exemple dans le domaine du voyage. Là, on a un exemple avec Aventure Nouvelle-France. Donc, eux, directement sur la homepage, ils vont prendre du contenu qui est assez éloquent. Donc là, on voit justement qu'on parle du guide, etc. Donc là, ils sont dans un domaine d'activité où on a besoin justement de contenu. Bien entendu, souvent, ces acteurs-là vont nous coupler avec, par exemple, TripAdvisor. Donc là, ici, on va justement optimiser aussi au maximum donc la visite en affichant un contenu de qualité. Donc là, on est sur la homepage. Donc, c'est pas uniquement effectivement donc les 3 points dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais effectivement, la homepage, ce sera aussi un levier important justement au niveau de l'acquisition et de la conversion. Après, bien entendu, pour, je dirais, modérer et gérer un peu le flux ou le buzz négatif, certains vont aussi afficher ça en tant que page, on va dire, un peu comme à l'époque, on appelait ça un livre d'or. Donc là, on a l'exemple de Fred Bay qui va intégrer un call to action, donc un bouton qui vous permet de simplement justement de laisser un avis depuis le site. Donc là, ce qui vient intéressant, c'est que peut-être vous avez mis une stratégie en place, vous avez collecté effectivement différents avis sur une base, mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas poster l'avis. Donc ça, il peut y arriver, il peut y avoir en fait certaines personnes qui vont aller peut-être sur Facebook, sur des forums, etc. Donc ça va générer du buzz négatif sur la toile. Donc l'idée justement, c'est de se dire, on veut aussi canaliser ces personnes-là. Donc vous leur offrez directement la possibilité justement de poster un avis depuis votre site. Donc là c'est intéressant parce que vous allez pouvoir justement modérer ces informations-là. Et l'idée derrière, c'est de se dire que le fait de collecter justement ces avis négatifs, ça vous permet justement de travailler après sur la fidélisation. Parce que on sait justement d'après les différentes statistiques qu'une personne qui a une interaction, qui a fait un achat avec une entreprise n'est pas encore dans un haut cercle de fidélisation. C'est à partir de 3 achats ou 3 interactions qu'on rentre dans un haut cercle de fidélisation, d'où l'intérêt justement pour une structure d'optimiser au maximum donc ce point-là.
Je sais pas, Smile, si toi, tu avais un autre point à ajouter là-dessus, peut-être? Oui. Alors justement, ce qui est intéressant ici, je dirais d'un point de vue purement SEO, on a une stratégie qui est intéressante puisque créer cette page témoignage client, alors je vous l'avais dit tout à l'heure, quand un consommateur vient découvrir un site e-commerce qu'il ne connaissait pas auparavant, donc il va faire son premier achat, il va systématiquement vérifier à hauteur de 88%, donc d'après la stat, à 88% des gens vont faire une recherche dans Google en fait pour retrouver des avis. Là, l'idée de Fredbay, finalement, c'est intéressant, c'est que ils vont se positionner aussi comme un site d'avis sur cette page de témoignage client. Ils vont positionner cette page-là. Donc, si vous faites le test par curiosité, vous regarderez donc témoignage Fredbay. Vous verrez que cette page-là s'indexe bien dans Google, dans les premiers résultats. Pourquoi? Parce que ça permettra à l'internaute finalement de consulter les avis détaillés concernant cette entreprise sur le site de l'entreprise en question. Donc, si vous voulez, vous devenez un peu hébergeur du contenu. Et pour autant, à la différence d'un livre blanc qu'on a, enfin d'un livre d'or pardon qu'on avait par le passé, le livre d'or c'était un petit peu l'image de on met ce qu'on veut dessus, on supprime les avis négatifs, etc. Ici, avec l'affichage de Trustpilot, la force que ça a finalement auprès du consommateur, c'est le côté transparence, puisque nous, on est une plateforme aujourd'hui qui affichons aussi bien les avis positifs que négatifs. Bien évidemment, quand vous avez des avis négatifs qui ne sont pas légitimes, vous pouvez les mettre en modération, ça, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, si vous avez un client qui n'est pas satisfait et que vous n'avez pas trouvé de solution, le jeu, quelque part, c'est d'avoir cette transparence-là et de laisser l'avis négatif affiché. Par contre, c'est de répondre à l'avis négatif pour expliquer ce que vous avez essayé de mettre en place pour répondre à cette problématique. Donc, typiquement, nous, ce qu'on recommande régulièrement sur les avis négatifs, c'est si vous avez un avis négatif qui apparaît sur votre profil Trustpilot, parce que j'avais la question tout à l'heure sur le module questions-réponses du webinaire, il y avait quelqu'un qui me disait j'ai des avis négatifs qui aujourd'hui restent présents sur Trustpilot, comment faire? Donc l'idée déjà, c'est de base répondre à ces avis-là pour apporter, je dirais, le point de vue de l'entreprise et permettre aux futurs consommateurs qui viendraient regarder votre profil Trustpilot ou vos avis, voir que vous avez bien traité l'avis négatif et montrer que vous avez quand même une présence. On a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui ne vont pas forcément collecter via Trustpilot, mais qui ont beaucoup d'avis négatifs sur notre plateforme parce que c'est une plateforme qui est bien référencée dans Google et qui a une grosse visibilité, je dirais, sur l'échelle du web, et qui vont mettre en place un process de réponse systématique. Donc, il y a un community manager ou une personne du service client qui va systématiquement répondre à tous les avis sur Trustpilot comme elle le ferait ou il le ferait sur Twitter, Facebook ou autre. Donc, ça devient vraiment un canal de conversation avec les consommateurs qu'il faut vraiment prendre en compte. D'ailleurs, je conseille vivement à l'ensemble des personnes dans le webinaire de bien vérifier si vous n'avez pas déjà des avis postés sur Trustpilot, puisque la force qu'on a nous aujourd'hui, c'est ce côté plateforme ouverte, transparente, qui permet à tout consommateur de pouvoir venir s'exprimer et de prendre la parole. Donc, l'idée ici, effectivement, avec Fredbay, je trouve ça très intelligent. Il crée une page de contenu supplémentaire. Il se positionne sur des mots-clés autour de leur satisfaction, donc avis Fredbay, témoignage client Fredbay, etc. Et quand l'internaute arrive sur la page, ils affichent la source des avis pour montrer que même si c'est affiché sur fredbay.com, eh bien l'avis est quand même authentique puisqu'il a été collecté par un tiers de confiance. Et ça, c'est vraiment important aujourd'hui. Le consommateur, il n'est pas dupe. Il veut vraiment, je dirais, vérifier aujourd'hui la fiabilité des informations pour être serein sur les étapes d'achat. Donc voilà. Alors, je sais. Si tu me permets, Smaël, je voulais juste ajouter un point justement sur ça. Tu disais tout à l'heure justement donc le fait de modérer les avis donc négatifs, et ça c'est un point qui revient souvent parce que bon, ça c'est des questions qu'on a dans 99% des cas, c'est effectivement des fois des craintes pour certains et d'autres, bah, c'est juste une question pour savoir effectivement comment le gérer. Mais il est important justement de se dire que dans cette stratégie-là, vous avez la possibilité de faire une modération. Et donc, au final, ce qui se passe, c'est que je vous donne un exemple très concret. On avait donc le directeur d'une société qui commercialise des tables de ping-pong. Il livre la table est rayée. Donc, la personne lui poste un avis, une étoile. Donc, cette personne-là met cet avis-là en modération. Donc, ça veut dire qu'en fait, que l'avis n'est pas visible pendant le temps de la modération. On voit bien le nom de la personne hein, pour montrer que l'avis a bien été pris en compte, etc. Et ensuite, il a contacté son client, ils ont pu résoudre le problème et cette personne a réévalué de 1 à 5 étoiles. Donc là, c'est vraiment un exemple assez éloquent et très, très intéressant parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que cette personne-là ne va pas faire de buzz négatif donc en dehors parce que, bon, bien entendu, on est en contact avec d'autres personnes et on veut toujours avoir des fois des conseils pour acheter un produit ou tout simplement utiliser un service. Et donc là, l'idée, c'est quoi? C'est d'éviter le buzz négatif, de travailler sur la fidélisation et au final, bah, tout simplement, cette personne qui n'était pas contente est de redevenue tout simplement un ambassadeur pour la marque. Donc là, c'est un point qui est super intéressant, je dirais, pour votre stratégie d'avis client. Merci beaucoup, Brahim, pour ces précisions. Du coup, on arrive sur la fin de ce webinaire. Je ne sais pas si vous avez des questions sur certains passages qu'on a eus sur les différentes slides de la présentation. C'est le moment, je dirais, on a un peu tardé effectivement sur le webinaire,
Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est à votre disposition. Et puis, dans tous les cas, si vous avez besoin de conseils plus spécifiques par rapport à votre site internet, à votre business model, on est à votre disposition. Donc, Brahim, Guillaume et moi-même, on peut vous aider, vous accompagner de manière beaucoup plus précise par rapport à vos problématiques, puisque on vous a montré finalement à travers ce webinaire des bonnes pratiques et je dirais des actions que vous pouvez mettre en place, je dirais, un peu partout. Mais selon certains business models, comme le disait tout à l'heure Brahim, si vous êtes dans le tourisme, si vous êtes dans la prise d'informations pour de la génération de leads, si vous êtes dans du e-commerce de services ou de produits, etc., on va pouvoir adapter cette stratégie-là. Donc, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous, à nous poser vos questions. Donc, du coup, je vois qu'il n'y a pas grande question pour l'instant. Merci beaucoup à tous. Alors, je vois que Camille nous remercie. J'espère que ce webinaire a été complet et vous a appris certaines choses. De toute manière, on se tient à votre disposition après le webinaire pour vous aider sur vos problématiques. Et dans tous les cas, on vous renverra le webinaire, donc l'enregistrement vidéo de ce webinaire au complet pour que vous puissiez revenir sur certains passages et peut-être nous poser des questions a posteriori. Donc, merci tout le monde. Merci à vous. Effectivement, Guillaume demande à Brahim s'il peut répondre à ton email. Guillaume, je vais transmettre tes informations à Brahim pour qu'il te réponde dès aujourd'hui. On s'y engage solennellement, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Merci beaucoup Fouad pour ton message. Mathieu également, merci tout le monde, vous êtes au top. On a bien aimé pouvoir justement répondre à vos questions et on n'hésitera pas effectivement à vous donner plus d'informations en one-to-one, en privé, si vous avez des questions d'ordre plus précise. Merci tout le monde, merci beaucoup Brahim. Merci à toi, Smaïl. Merci Guillaume. Merci. Je ne sais pas si Guillaume nous entend toujours, parce que je crois qu'il a eu. Merci de m'avoir invité. Yes, on a eu peur de te perdre, Guillaume. Ça me rassure de t'entendre. Donc super, merci beaucoup. Merci. Si vous avez des questions, il y a Guillaume qui est présent, donc moi-même, Ismaël, donc des trucs spécifiques, on pourra vous aider. Exactement, vous avez besoin de faire un petit audit sur votre stratégie SEO, SIA. Guillaume sera disponible pour vous aider. Sur la partie avis client, Brahim également. On travaille ensemble très, très souvent, on a beaucoup de cas clients en commun, donc n'hésitez pas à nous solliciter en commun si vous avez des questions précises, on vous aidera avec grand plaisir. Merci tout le monde, merci Mathieu, merci Guillaume, Audrey, Pascal, Claude, Tatiana, Fouad, Christophe, Jiane, Benjamin, Kim, merci à toutes et à tous pour vos messages sur le chat et on vous dit à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt, merci à tous. Au revoir.